Cette émission est sponsorisée par NordVPN. Un VPN est un outil important pour votre vie en ligne, puisqu'il permet de chiffrer votre activité afin d'à la fois protéger votre anonymat, mais aussi vos données personnelles. Oui, parce qu'à votre époque, c'était un sujet important. Ça le sera moins quand vous vivrez dans un désert radioactif et qu'il faudra boire de l'eau croupie pour survivre. Il y a aussi les fonctionnalités habituelles, avec le grand classique. Vous connectez comme si vous étiez dans une zone géographique différente, afin de profiter des catalogues des plateformes de VOD, pour voir Mad Max Fury Road sur le Netflix turc par exemple. Apparemment, la Formule 1 et la Ligue des Champions sont visibles gratuitement en Suisse et en Belgique. Donc si vous kiffez, faites-vous plaisir. Moi j'y connais rien en bagnole. Et en tant que rugbyman, voir des gens hurler à la mort et se rouler sur le sol au moindre coup de vent, ça me passionne moyennement alors. Mais NordVPN, ce sont plein d'autres outils, notamment avec sa fonctionnalité de protection anti-menace, qui agit même si le VPN n'est pas actif. Il vous protégera des trackers qui récoltent vos données à des fins commerciales, mais aussi des sites malveillants et des publicités invasives. Ça vérifiera également les fichiers que vous téléchargerez et les effaceront immédiatement s'ils sont infectés par un virus, avant qu'ils puissent s'attaquer à vos appareils ou vos données sensibles. Il y a aussi leur fonctionnalité Dark Web Monitor, qui permet de scanner le Dark Web et de vous alerter en cas de fuite de vos identifiants. En plus, vous pouvez installer l'application sur 6 appareils en simultané, c'est quand même pratique pour protéger tout votre écosystème et le reste de votre famille. En cliquant sur le lien dans la description, nordvpn.com/nexus6, vous pourrez bénéficier d'une offre exclusive, 4 mois offerts sur tous les abonnements NordVPN de 2 ans. Et même si vous le payez en une seule fois, ça revient à 2,91€ par mois. C'était déjà pas énorme à votre époque, mais ça vous paraîtra encore plus abordable quand vous devrez échanger votre seul briquet encore en marche contre de la viande de rat mutant. Comme d'habitude, NordVPN a une politique de test sur 30 jours, donc si vous n'êtes pas satisfait lors du premier mois, vous serez totalement remboursé. Et maintenant, votre émission. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Vous savez ce qui me plaît particulièrement dans un film? Les univers forts et les personnages qui le sont tout autant. Il peut m'arriver d'excuser les défauts de certains films à partir du moment où ils me présentent des univers marqués, accompagnés d'une direction artistique qui va exciter mon imagination. C'est le cas de Waterworld, dont je peux comprendre certaines critiques, le cabotinage de Dennis Hopper en tête. Mais sincèrement, regardez-moi ces putains de décors, regardez-moi ce monde à l'agonie, oh que j'aime ça. Et puis j'adore le personnage mutique et peu avenant de Kevin Costner. Je kiffe le post-apo, vous le savez déjà. Et j'ai réalisé qu'il y a une scène dans un film qui, enfant, m'a permis de prendre pleinement conscience de l'importance d'un univers bien présenté et d'un personnage bien intronisé. Installez-vous confortablement, servez-vous un verre, on est parti. Sorti en 1985, Mad Max Beyond Thunderdome est, comme son nom ne l'indique pas, le 3e épisode de la saga Mad Max. Cette saga est à mon sens extrêmement intéressante car elle ne nous présente pas le même univers tout au long des films qui la composent. Le premier se trouve dans un monde indéniablement violent, mais dans lequel la société subsiste, puisqu'il y existe encore une force de police dans laquelle officie Max Rokachansky, notre héros, campé par Mel Gibson. Le deuxième se situe après une guerre pour le pétrole dans un monde où les lois n'existent plus, et les deux derniers carrément après un conflit nucléaire qui a fini par tout emporter. Cette évolution interviendra également dans le caractère du personnage de Max, qui vivra la perte de sa femme et de sa fille dans le premier film, un événement pour le moins traumatisant. Ce troisième Mad Max fut reçu plutôt positivement, même s'il reste aujourd'hui l'épisode le moins apprécié de la série. Beaucoup lui reprochèrent une violence moins prononcée, tant psychologique que physique, et une ambiance étrangement féerique dans sa dernière partie, qui n'aurait rien à envier au Hook de Steven Spielberg. Cet aspect davantage merveilleux, qui préfigurait les futures réalisations de Miller, est à mon sens au contraire une des grandes forces du film et reste tout à fait cohérent avec l'aspect multiforme de la saga. Cette tribu de jeunes hippies apporte une touche d'espoir dans un monde qui doit repartir de zéro. Un espoir aérien qui tranche radicalement avec celui plus terre-à-terre du nouveau berceau de la civilisation, Bartertown. C'est alors qu'il vaquait à ses occupations que Max se fait voler toutes ses possessions par un pilote du dimanche. Ne lui reste donc que ses vêtements, ses bottes et un sifflet. Ouais, tu vas galérer mon gars. Et pourtant, il parvient à survivre. Et c'est une des nombreuses raisons qui font de la scène de son arrivée à Bartertown, la ville du troc, un exemple en termes d'iconisation d'un personnage. Déjà, le mec débarque sans une goutte de sueur. On sait pas depuis combien de temps il marche, mais imaginons qu'au minimum ce fut une nuit. Eh bien, ça lui en a touché une sans faire bouger l'autre, hein. On atteint ici le niveau 1 de la badasserie. Ensuite vient mon moment préféré. C'est de l'eau, t'en as besoin pour vivre, hein? Non seulement on constate que le monsieur est prévoyant, et on y reviendra, mais on peut aussi voir à quel point les choses ne l'atteignent pas. Il ne cherche même pas à châtier l'arnaqueur pour sa fourberie. Il n'est que du menu fretin, et il a autre chose à foutre. Faire bonne impression. Il vient d'arriver, il sait ce qu'il veut,
et il est sûr de ses capacités. Tu es si bon. Et enfin, le moment emblématique. Je pense que cela se passe de commentaires. Quant à son côté prévoyant dont on parlait plus tôt, Tu es le premier à survivre à cette épreuve. je suis trop badass. Ces éléments d'iconisation du personnage sont tout à fait classiques, mais extrêmement efficaces, d'autant plus qu'ils sont universels. N'importe qui, indépendamment de sa culture ou de sa génération, comprendra immédiatement tout ce qu'il a besoin de savoir concernant Max. Et on ne peut que constater le talent de George Miller dans l'exercice, et une universalité qu'on le retrouve également dans sa manière de présenter l'univers de Mad Max 3. Dans cette scène, tout nous permet d'appréhender avec clarté ce qu'est Bartertown, ville contrôlée par Anti-Entity. Mais il a l'air d'un vagabond. Déjà dès le début, Bartertown, la ville du troc, aide à bâtir un futur meilleur. cette promesse d'un retour de la civilisation est appuyée à chaque seconde. La simple mention du troc et de Faire un peu de profit, faire un peu de business. suppose une organisation sociétale de type capitaliste. Le business, comme phare dans le chaos. Là où il y avait meurtre et vol, il y a maintenant contrat, accord, marchandage et donc dialogue. La présence de services tertiaires, tels que le tatouage ou la coiffure, est aussi particulièrement éloquent sur cette volonté de progrès et d'ordre, puisque dans un monde voué au chaos, ce type de considérations esthétiques sont parfaitement triviales. Tout notre temps est censé être voué à la survie, donc si l'on a le temps de s'occuper de soi, c'est que l'on est davantage en sécurité. Le contrôle étatique est également présent, on constate que la société de Bartertown est encadrée par des lois, 2 hommes entrent, un homme sort. que celles-ci doivent être respectées sous peine d'être appréhendées par une force de police que la mise en scène place au-dessus des autres lorsque l'on entre dans la ville. Cette police porte des attributs d'autorité et un uniforme, ma foi, forcéant, dans le plus pur style post-apo que Miller avait déjà imposé dans Mad Max 2 et qui aura influencé tout le genre dans les années 80. La société est donc hiérarchisée, et le dernier plan de la scène achève de nous le prouver, avec Anti-Entity vivant dans une tente perchée, dominant la ville de son autorité. Et l'attention apportée par Miller à cette scène d'exposition ne s'arrête pas là. La musique qui l'accompagne, tout en sonorité métallique et en rythmique mécanique, nous évoque des rouages qui s'entrechoquent. En bref, l'industrie et donc la civilisation. La scène de l'eau irradiée nous fait immédiatement comprendre qu'il y a eu un conflit nucléaire, alors qu'aucune mention n'en a été faite jusque-là. Le crachat dans la main pour sceller l'impact démontre l'importance ainsi que la rareté de l'eau dans ce monde. Et le passage de la noirceur de la grotte à la lumière en entrant dans Bartertown achève d'appuyer l'espoir que représente cette ville. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 5 minutes chrono, Miller nous donne tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers et les personnages du film, avec efficacité et sans fioriture. Une leçon de cinéma. Et certains à votre époque feraient bien de s'en inspirer, car nombreuses sont les productions qui oublient cet aspect fondamental. Soigner l'introduction du cadre et des personnages principaux. Prenons l'exemple d'un film qui m'avait particulièrement dérangé à ce niveau-là, Black Panther. Ce super-héros, très apprécié, a enfin son film solo. C'est sûr que la première scène qui va le voir apparaître va être épique. Eh bien oui, pourquoi s'embêter à le réiconiser? On l'a vu dans le film précédent, c'est bon. Sauf que non, c'est un héros. Il faut le traiter comme tel et le réintroduire auprès du public comme tel. En plus, c'est pas comme s'il avait été gâté lors de sa première apparition dans les films Marvel, où il apparaît sur un toit de merde, 2 jours, avec une lumière dégueulasse, qui n'a rien à voir avec le personnage. Et je parle même pas des effets spéciaux. Pourtant, dans Black Panther, juste après son introduction ratée, il y a la scène de l'attaque du convoi de nuit, qui aurait été parfaite pour sa première apparition dans son propre film. Cette comparaison, elle n'est pas hasardeuse. Dans les deux cas, il s'agit d'un personnage déjà connu du public et d'un film qui fait partie d'une saga. Sauf que pour un des films, il y a la vision d'un créateur qui à chaque fois cherche à renouveler son œuvre, et que pour l'autre, il y a une logique marketing, une réalisation standardisée et un système qui a un petit peu oublié ce que c'était que de faire du cinéma. T'inquiète pas, tu te débrouilles très bien. Un peu de symbolique par-ci, de la musique évocatrice par-là, un peu de maestria dans la mise en scène, et voilà. C'est pas si compliqué. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, citoyennes et citoyens, et si vous avez des scènes de science-fiction qui vous ont marqué, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Et si vous souhaitez nous soutenir, il y a la page Tipeee pour que le Nexus 6 continue à voler. Merci pour votre écoute, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.